Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Fayard, présentent Sauve-la, de Sylvain Forge, interprété par Hervé Lavigne. Le crépuscule assombrissait l'horizon quand le vieux bus enchaîna ses premiers virages. Sur ses flancs, la peinture s'écaillait et le pot d'échappement crachait un épais nuage noir. Elle avait choisi une place quelques rangs derrière le chauffeur, qui fumait comme un pompier. À l'arrière, une dizaine d'hommes ne cessaient de la dévorer des yeux depuis qu'elle était montée à bord. Pourtant, elle n'avait rien d'affriolant avec ses vêtements sales et tachés de boue, ses traits ravagés par l'épuisement. Mais elle était la seule femme. Le moteur émettait un bruit sourd et inquiétant dans les descentes. L'air lourd de l'habitacle, mélange de vieille sueur et de cigarios, collait à sa peau. Malgré ses efforts, elle n'était pas parvenue à ouvrir sa vitre. Chaque virage lui soulevait le cœur. Ses yeux restaient fixés sur le dossier du siège devant elle, tandis que ses doigts serrait convulsivement son portefeuille. Elle repensait aux dernières heures et à son ami qui avait disparu. L'inquiétude la rongeait. L'obscurité s'épaissit encore et les crêtes des montagnes s'estompèrent dans le noir. À un moment, le moteur ronfla et elle redressa la tête. Un type quittait son siège et se dirigeait vers le conducteur. Les volutes bleuâtres de son Inas lui piquaient les yeux et la gorge. Elle n'avait rien bu de toute la journée. Se désaltérer et quitter ces montagnes, c'était tout ce qui lui importait. Une dispute éclata à l'avant. Elle ne comprenait pas l'espagnol, et le passager debout ne baragouinait visiblement que 2 ou 3 mots. Un instant, le chauffeur tourna la tête vers l'homme qui refusait de regagner sa place, et le bus fit une embardée, heurtant le panneau « Virage dangereux ». Dans son élan, le véhicule longea le bord du ravin sur quelques mètres et le conducteur rétrograda, faisant craquer le boîtier de vitesse. Mais l'allure de l'autocar ne diminua pas. L'homme écrasa la pédale de frein et la lourde carcasse glissa de l'autre côté de la route jusqu'à buter contre un pan de la montagne dans un fracas de tôle froissée. Un des phares explosa et la course du bus devint erratique. Tous les passagers cramponnés scrutaient la manœuvre avec un regard noyé de la même peur viscérale. Le chauffeur cracha son cigare et tira sur le frein à main de toutes ses forces. Les pneus hurlèrent, tandis que du moteur jaillissait un vacarme de soupape sur le point d'exploser. Entraîné par son propre poids, le véhicule fila droit vers le parapet, qu'il heurta de plein fouet. Le bus s'était immobilisé. Sa première moitié engagée au-delà de ce qui restait du muret, ses roues avant tournant au-dessus de l'abîme, l'arrière à cheval sur le talus. Passé l'état de sidération, les hommes se levèrent de leur siège simultanément. Alors le chauffeur se retourna, le visage lacéré par les éclats du pare-brise pulvérisé lors du choc. Il hurla un ordre que personne n'entendit ou ne comprit. Elle ne le saurait jamais. Les passagers se ruèrent vers la porte latérale et leur poids fit osciller le bus. Dans un ralenti cauchemardesque, elle vit l'unique phare éclairer le gouffre, puis les sièges voltiger dans l'habitacle. L'autocar se disloquait. Le bruit de sa chute épouvantable se répercuta dans la vallée avant de retomber dans une pluie de poussière et de roches éclatées. Ensevelie sous un monceau de tôle et de débris, en état de choc, le souffle coupé par l'effroi et la douleur, elle voulut dégager ses mains et sa tête. Le vent s'était levé, déchirant les nuages. Les premières étoiles. Autour d'elle, ni bruit ni râle. Un silence de mort. Cette nuit-là, il avait rêvé d'elle.
Les yeux mi-clos, il contemplait les ombres grises du petit jour qui progressaient dans la chambre. Il savait qu'il ne retrouverait pas le sommeil, plus à son âge. Couchée sur le ventre, Clémence ronflait paisiblement, le visage à demi enfoui dans la couette. Quelques mèches blondes se détachaient sur l'oreiller. Avant de se glisser doucement hors du lit, il la contempla. Une sensation désagréable à l'estomac. Le contact du carrelage de la salle de bain le fit frissonner. Il tourna le robinet de la douche, un modèle italien que sa fiancée avait choisi, comme tout le reste dans leur pavillon. Il laissait l'eau chaude noyer les débris de sa nuit. L'image de Clara debout sur la rive d'un lac remonta à la surface de sa mémoire. Ce qu'elle lui criait l'avait réveillé. Dans la buée du miroir de la salle de bain, il interrogea son reflet. « Qu'est-ce qui t'angoisse comme ça ? La date du mariage qui approche ou tes vieilles amours qui se rappellent à toi ?» Il n'arrivait pas à se souvenir des mots de Clara dans son rêve. Lavé, rasé de près, Alexis alla se préparer un café dans la cuisine où perçaient les premiers rayons d'un jour d'automne. La baie vitrée offrait une vue panoramique sur la Loire. Un bateau quittait le port de Trente-Mous pour rejoindre l'embarcadère de Nantes de l'autre côté du fleuve. Il posa la tasse dans l'évier et jeta un coup d'œil à la pendule au-dessus du four. À peine 7 heures et je me pose la question de mettre une cravate, pensa-t-il avec une pointe de résignation. Sa vie changeait si vite à présent qu'elle en devenait presque irréelle. Peut-être était-il encore en train de rêver. Il aperçut Clémence, immobile sur le seuil de la cuisine. Elle était en nuisette, une pièce de lingerie raffinée qu'il lui avait montrée du doigt dans la vitrine d'une boutique chic de la rue Crébillon et qu'elle s'était empressée d'acheter pour lui faire plaisir. Alexis adorait sa poitrine, toujours ferme, ses longues jambes et la hauteur de sa nuque quand elle portait ses cheveux relevés. Clémence avançait dans la quarantaine, mais elle conservait cette touche de candeur héritée de l'adolescence, un brin de sophistication et un je ne sais quoi de rebelle qui pactisait avec son éducation catholique. « Il est tôt, tout va bien ?» demanda-t-elle, l'air soucieux. Il força son sourire. « J'avais trop chaud, impossible de me rendormir. » Elle s'approcha et l'embrassa dans le cou. Ses lèvres étaient douces. Elle sentait bon. « Ne me dis pas que c'est le rendez-vous avec mon père qui t'inquiète, » dit-elle d'un air taquin en lui ébouriffant les cheveux. Alexis haussa les épaules. Travailler sous les ordres de beau papa n'était pas l'aspect de sa vie le plus enviable, surtout quand il se nommait Pierre-André Dulac, figure de la grande bourgeoisie nantaise dont les aïeuls avaient en partie écrit l'histoire de la ville. Clémence lui avait même appris qu'une place, près du musée des Beaux-Arts, portait l'illustre patronyme. Les affaires avaient fait de Dulac un homme plein de morgue qui ne tournait pas autour du pot. Il vénérait sa fille unique et n'avait jamais caché à son futur gendre qu'il incarnait sa dernière chance d'être grand-père. Cette perspective seule compensait ce qu'il considérait comme une mésalliance, sa fille n'ayant jamais eu jusqu'alors l'étrange idée de s'amouracher d'un sans le sou. Mais qu'importait, pourvu qu'un petit-fils fasse pousser une nouvelle branche à l'arbre généalogique de la dynastie. « Tout va bien se passer, » fit Clémence. Alexis hocha la tête sans conviction. Elle ajouta « Et mon petit doigt me dit qu'il y a une bonne nouvelle à la clé. » Alexis l'embrassa pour clore le sujet et saisit son manteau. L'idée que père et fille complotent dans son dos l'agaçait, le dérangeait même. Au moment où il traversait l'entrée, elle lui lança « On n'a toujours pas reçu le devis pour le repas du mariage. Tu pourrais envoyer un mail au traiteur. » Encore une fois, il hocha la tête. Puis il tourna les talons et sortit. Pendant que la porte du garage coulissait, une averse d'images l'assaillit tel un rideau qui se déchire. Des fragments de son rêve. « Alexis, je t'en supplie, sauve-la » hurlait Clara.